Votre fille n'est pas aveugle, cria-t-elle en brandissant un petit miroir médical qui reflétait la lumière crue du soleil. Le reflet dansait sur les visages stupéfaits des membres de la tribu tandis que Patricia désignait directement Kimmel, la fille de 18 ans du chef Chayton. Le soleil brûlant de l'Arizona frappait sans pitié le village Apache lorsque Patricia Reeves, une infirmière blanche du fort militaire voisin, fit irruption au centre du village. Depuis des mois, elle soignait les guerriers blessés et les enfants malades des deux camps pendant la trêve fragile, gagnant le respect réticent de la tribu. Mais aujourd'hui, sa voix transperçait l'air de l'après-midi comme une lame. La découverte de Patricia l'avait bouleversée au plus profond d'elle-même. Elle était venue soigner la fièvre persistante et les violents maux de tête qui tourmentaient Kimla depuis plusieurs jours. Lorsque Kimla s'était plainte que les maux de tête affectaient sa vision, Patricia avait insisté pour examiner ses yeux, comme l'aurait fait tout professionnel de santé responsable. Ce qu'elle avait découvert lors de cet examen l'avait laissée sous le choc et indignée. Kimla se tenait figée au milieu du rassemblement, les yeux sombres fixés vers le sol. Pendant 3 longues années, ses mêmes yeux avaient semblé troubles et laiteux à tous ceux qui la regardaient, conséquence d'un mystérieux remède que Ghostwalker lui administrait lors de rituels réguliers de purification spirituelle. Mais à présent, alors que les effets de ce remède s'estompaient pendant l'examen de Patricia, ses yeux devenaient de plus en plus clairs. Toute la tribu Apache tomba dans un silence choqué, des murmures se propageant dans la foule comme une traînée de poudre. Les femmes haletaient, les guerriers reculaient, perplexes, les enfants pointaient du doigt, les yeux écarquillés d'émerveillement. Mais au milieu de tout ce chaos et de cette incrédulité, un homme restait parfaitement immobile. Ghostwalker, le guérisseur tribal âgé de 40 ans, se tenait au bord du cercle, des gouttes de sueur perlant sur son front buriné. Malgré le vent du désert, ses mains, d'habitude aussi fermes que la pierre lorsqu'il préparait ses remèdes, tremblaient légèrement tandis qu'il voyait le secret qu'il avait soigneusement gardé s'effondrer sous ses yeux. Il appliquait le remède obscurcissant la vision sur les yeux de Kimla tous les 2 ou 3 jours depuis 3 ans, et il savait que son rôle dans cette supercherie serait bientôt découvert. Le chef, un homme fier dont la peau cuivrée portait les cicatrices d'innombrables batailles, sentit son monde s'écrouler sous ses pieds. Sa fille, sa précieuse Kimmy Miller, pour laquelle il avait déplacé des montagnes et changé des traditions sacrées pendant 3 ans, était accusé de la supercherie la plus dévastatrice qui soit. Chayton serra les mâchoires en fixant Patricia, puis sa fille, puis à nouveau Patricia, son esprit refusant d'accepter ce qu'il entendait. Tous les regards se tournèrent vers Kimia, attendant qu'elle nie l'accusation, qu'elle explique comment cette terrible erreur avait pu se produire. La pression montait à chaque seconde qui passait. Elle respirait par petits halètements. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable et des gouttes de sueur perlaient sur son front alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité. Finalement, elle ne put le supporter plus longtemps. Lentement, péniblement, Kimela leva la tête et regarda son père droit dans les yeux pour la première fois depuis 3 ans. Les halètements de la foule étaient audibles lorsque ses yeux sombres, parfaitement clairs et intelligents, rencontrèrent le regard stupéfait de Chayton. Des larmes coulaient sur son visage tandis que les mots sortaient dans un anglais simple et haché, mélangé à sa langue maternelle. Il y a 4 ans, j'avais 14 ans, commença-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais qui portait clairement dans le silence du désert. Père, dis-moi, je vais épouser Black Bear quand j'aurai 18 ans. Je sais ce que cela signifie. J'ai entendu des histoires de femmes qui ont fui son village. Sa voix s'est renforcée lorsque la terreur a cédé la place à une honnêteté désespérée. Le chef de guerre ne se contente pas d'épouser les femmes, père. Il les détruit. Il a tué des épouses de ses propres mains, les a battues jusqu'à ce qu'elles meurent de leurs blessures. Il garde leurs affaires comme des trophées de chasse. Quand j'ai appris cela, j'ai eu très peur pour mon avenir. La foule écoutait dans un silence horrifié tandis que Kimmy Miller poursuivait sa confession dans son anglais hésitant. À 15 ans, j'ai eu un accident pendant la chasse. J'ai dit que mon cheval m'avait jeté à terre et que je m'étais cogné la tête contre des rochers. Quand je me suis réveillé, tout était noir. Je pensais que s'il me croyait inutile, aveugle, incapable d'avoir des enfants en bonne santé ou de travailler dans la hutte, il ne voudrait pas de moi comme épouse. Chayton ressentait chaque mot comme un coup physique.
Son esprit repassa les 3 dernières années, se souvenant de toutes les concessions qu'il avait faites pour ce qu'il croyait être sa fille handicapée. Les parties de chasse qui rentraient tôt lorsque Kimala avait besoin d'être guidée, les demandes en mariage d'autres tribus qu'il avait refusées, les cérémonies tribales qui avaient été modifiées pour sa sécurité. Mais les anciens de la tribu critiquaient de plus en plus ses décisions. Pendant des mois, ils avaient chuchoté entre eux au sujet du leadership trop indulgent de leur chef, se demandant si un homme qui faisait constamment des concessions à une fille handicapée était capable de prendre les décisions difficiles nécessaires pour protéger toute leur tribu. Ces doutes murmurés éclatèrent alors en critiques ouvertes. Un chef qui ne voit pas les mensonges de sa propre fille, murmura un ancien assez fort pour que tout le monde l'entende. Comment peut-il protéger la tribu des mensonges de l'ennemi? Demanda un autre. Peut-être que sa façon de penser est mauvaise depuis trop longtemps, suggéra un troisième, sa voix portant clairement à travers le rassemblement silencieux. La prise de conscience de son humiliation publique frappa Chayton comme un coup de massue sur la poitrine. Elle venait d'avoir 18 ans, ce qui signifiait que le mariage arrangé de longue date devait maintenant être consommé. Le moment choisi pour cette découverte, alors que le chef de guerre brutal s'apprêtait à réclamer son épouse, rendait les choses infiniment pires. Son humiliation se transforma rapidement en une rage brûlante qui consuma toute pensée rationnelle. 3 ans, rugit-il en anglais, afin que Patricia puisse comprendre sa fureur. 3 ans de mensonges. 3 ans à te traiter comme une chose précieuse, alors que tu me fais passer pour un idiot. Kimi recula, laissant enfin apparaître la terreur qui aurait dû être là depuis le début. « Père, je t'en prie, non. » La voix du chef résonna sur les parois du canyon. « Tu veux annuler ton mariage avec ce monstre. Tu devrais dire la vérité au lieu de faire passer ton père pour un faible devant tout le monde. » La colère de Chayton était terrible à voir. Les guerriers reculèrent. Les femmes serrèrent leurs enfants contre elles, sentant le danger dans l'air. « Je change les rites sacrés de la chasse à cause de tes mensonges. Je refuse les alliances matrimoniales qui renforcent les tribus. Je te laisse changer les décisions pour tout le monde ici. » Les anciens acquiescèrent gravement, leur critique désormais justifiée. Le chef sentit le poids de leur jugement et sut qu'il devait prouver son autorité de manière décisive. Dans ce moment de fierté blessée et de pression, il prit la décision qui scellerait le destin de sa fille. « Tu lui seras livré la nuit de la prochaine pleine lune, » déclara-t-il d'une voix aussi froide que le vent hivernal. 21 jours plus tard, ce mariage eut lieu comme prévu. Les yeux de Kimia s'écarquillèrent de terreur et elle tomba à genoux. « Père, non, je t'en prie, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il va me tuer. » Mais Chayton était incapable de l'entendre. Et parce que Ghostwalker est un guérisseur et qu'il devrait connaître les mensonges liés à la maladie, il paiera également pour cette honte. Lorsque tu iras rejoindre ton mari, Ghostwalker sera banni de la tribu pour ne pas avoir servi le chef avec honneur. À cette déclaration, le guérisseur finit par bouger. Son visage pâlit sous sa peau burinée par le soleil, mais ses yeux trouvèrent immédiatement ceux de Kimla à travers la foule. La fille qui avait été comme une fille pour lui depuis sa naissance, l'enfant qu'il avait aidé à élever et protéger à travers ses peurs les plus sombres, était maintenant condamné à une mort certaine à cause de ses tentatives pour la sauver. Alors que Chayton s'éloignait en trombe vers sa hutte, laissant Kimala effondrée et sanglotant au milieu de la foule, Ghostwalker savait qu'il n'avait qu'une seule chance de sauver la fille qu'il aimait comme sa propre enfant. Mais il aurait besoin de l'aide d'un allié inattendu. Le guérisseur fit un geste subtil qui attira l'attention de Patricia. Ghostwalker s'approcha lentement de l'infirmière blanche, ses mouvements prudents et délibérés, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour parler sans être entendu. « Vous pensez aider en disant la vérité » murmura-t-il d'un ton pressant dans son anglais soigné. « Mais vous ne faites que tuer cette fille. Si vous avez un cœur, rejoignez-moi près des vieux peupliers au lever de la lune ce soir. Je vous dirai ce qui s'est réellement passé ici, et peut-être pourrons-nous lui sauver la vie avant qu'il ne soit trop tard. » Patricia regarda dans les yeux sombres et intenses de Ghostwalker et y vit quelque chose qui lui glaça le sang. Il ne s'agissait pas seulement d'une fille qui avait menti sur sa cécité. Il s'agissait de quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui poussait un guérisseur tribal respecté à tout risquer, y compris sa propre position et sa sécurité, pour sauver la vie de la fille du chef.
Alors que la foule se dispersait lentement, laissant Kimmy Miller seule, le visage baigné de larmes, Patricia réalisa avec une horreur grandissante que sa découverte médicale venait de condamner une jeune fille de 18 ans à une mort certaine. Le poids de la responsabilité s'abattit sur ses épaules comme un fardeau physique, et elle sut que tout ce que Ghostwalker avait besoin de lui dire ce soir-là était une information qui pourrait être leur seul espoir de défaire la terrible chaîne d'événements qu'elle avait mise en mouvement. Le soleil poursuivait son chemin inexorable dans le ciel de l'Arizona, marquant le début de ce qui pourrait être les 21 derniers jours de la vie de Kima. Au loin, les tambours du village du chef de guerre résonnaient dans le désert comme un chant funèbre, et Patricia ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait de signer l'arrêt de mort d'une jeune fille innocente. Cette nuit-là, Patricia ne trouva aucun repos dans son sommeil, son esprit tourmenté par le murmure pressant de Ghostwalker et le poids de ce qu'elle avait déclenché sans le savoir. Demain, il ne resterait plus que 18 jours avant la pleine lune, et elle n'avait aucune idée de la manière de défaire la catastrophe que ses bonnes intentions avaient provoquée. Alors que l'obscurité tombait sur le paysage désertique, lors de la deuxième nuit après la découverte dévastatrice, Patricia Reeves se fraya un chemin à travers les broussailles vers l'ancien bosquet de peupliers. Son cœur battait à chaque pas, non pas à cause de l'effort, mais à cause du poids écrasant de la culpabilité qui la consumait depuis 48 heures. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage terrifié de Kimla et entendait les supplications désespérées de la jeune fille à son père. Il ne restait plus que 18 jours avant qu'une jeune femme innocente ne soit livrée à une mort certaine, et c'était entièrement la faute de Patricia. Le bosquet apparut devant elle sous la forme d'un cercle d'arbres imposant, dont les branches noueuses créaient des ombres profondes dans le clair de lune argentée. Ghostwalker émergea de derrière l'un des troncs massifs, son visage buriné grave dans le clair de lune. Le guérisseur Apache semblait aussi hanté qu'elle se sentait, et elle comprit qu'il portait lui aussi ce fardeau depuis des années. « Tu viens, dit-il doucement dans son anglais soigné. Je pense que la culpabilité était peut-être trop lourde pour vous, comme elle l'est pour moi. » Patricia entra dans la clairière, la voix brisée. « Je ne peux ni manger, ni dormir, ni penser à autre chose qu'à ce que j'ai fait. Cette belle fille va mourir parce que je devais prouver à quel point j'étais intelligente avec mon examen médical. » Le guérisseur étudia son visage, puis lui fit signe de s'asseoir sur un tronc d'arbre tombé. « Tu veux l'aider maintenant? Tu veux essayer de réparer ce que nous avons tous les deux brisé? Dis-moi ce que je peux faire, dit Patricia désespérément. Je ferai n'importe quoi. » Peach, le marcheur fantôme, s'assit à côté d'elle, les mains agitées par la nervosité. « J'aide Kima depuis sa naissance, car elle est comme une fille pour moi. Quand elle est venue me voir il y a 3 ans, effrayée pour me parler du chef de guerre brutal, je n'ai pas pu lui dire non. » Il fit une pause pour rassembler ses pensées. « Je fabrique des remèdes à partir de plantes que ma grand-mère m'a enseignées. Sève de cactus, jus de figue de barbarie, poudre de fleurs fantômes séchées. Quand je mélange ces ingrédients et que je les applique sur les yeux pendant la cérémonie de purification spirituelle, cela rend le regard trouble. Mais maintenant, après l'avoir utilisé pendant si longtemps, son corps combat le remède. La dernière fois, cela n'a fonctionné que pendant 8 heures. » Patricia ressentit toute l'ampleur du sacrifice de cet homme comme un coup physique. « Vous avez risqué votre vie pendant 3 ans pour la protéger. Et maintenant, nous avons tous les deux tout perdu, » répondit Ghostwalker d'un ton sombre. « Mais il y a peut-être encore un moyen de la sauver. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu lorsque le chef de guerre est venu pour les négociations du traité il y a 2 mois. » La voix du guérisseur se réduisit à un murmure à peine audible. « Pendant la cérémonie de bienvenue, je m'occupais d'un guerrier blessé dans la hutte du chef. Je l'ai entendu parler à son chef de guerre à travers la paroi de la tente. Il riait à propos du mariage. Il disait que c'était le moyen idéal pour affaiblir Cheton, avec une belle fille aveugle et impuissante. Il pourrait dire à tous les chefs que le vieil homme est trop stupide pour diriger. Il prendrait alors le contrôle des 2 tribus. » Patricia sentit son estomac se nouer. « Il ne s'agit pas du tout de mariage. »« Non, » confirma Ghostwalker. « Quand il aura le pouvoir sur tous les Apaches et leur territoire, il tuera Shaitan et se proclamera chef de guerre. Kimla n'est qu'un outil pour obtenir le pouvoir, et quand elle ne sera plus utile, il n'aura pas besoin de finir sa phrase. » Le lendemain matin, à 16 jours de la fin, Patricia retourna à Fort Lull avec une détermination désespérée.
Elle savait que le lieutenant David Schmidt, le jeune officier qu'elle aidait parfois dans ses tâches médicales, avait été chargé de documenter les relations entre les chefs tribaux. Si quelqu'un avait des informations sur le passé du célèbre chef de guerre, ce serait lui. J'ai besoin de consulter les rapports tribaux, dit-elle à Schmidt, en essayant de garder un ton désinvolte. Je soigne plusieurs réfugiés Apaches et je veux mieux comprendre leur histoire. Schmidt, qui nourrissait des sentiments amoureux pour l'infirmière dévouée, était impatient de l'aider. Il sortit plusieurs dossiers épais de son classeur et les étala sur son bureau. Ils contiennent tout ce que nous savons sur ses activités au cours des 5 dernières années. Ce que Patricia découvrit dans ces pages la fit trembler. L'armée avait documenté la conquête systématique des petites tribus Apaches par le chef de guerre grâce à des mariages stratégiques et des morts suspectes. Chaque fois qu'il épousait la fille d'un chef, le père de la mariée mourait dans des circonstances mystérieuses quelques mois plus tard, laissant le gendre en deuil assumer à contre-cœur le leadership. Mais la preuve la plus accablante était un rapport d'une patrouille de cavalerie qui avait découvert les restes de ses épouses. Le rapport officiel de l'armée décrivait la découverte de 3 corps de femmes enterrés derrière son campement d'hiver, tous présentant des signes de torture et de coups prolongés. Le rapport concluait que le chef brutal avait personnellement assassiné chacune de ses épouses lorsqu'elles n'étaient plus utiles à ses ambitions politiques. Pendant ce temps, Ghostwalker s'approchait prudemment des familles Apaches qui avaient cherché refuge auprès du chef au cours de l'année écoulée. Ces survivants avaient fui divers conflits. Mais en discutant avec eux en privé, le guérisseur apprit que plusieurs d'entre eux s'étaient en fait échappés du territoire du chef de guerre. Une femme âgée nommée Taishi, dont le mari avait été un chef mineur, raconta à Ghostwalker dans un Apache chuchoté le mariage de sa fille avec le chef brutal. Elle n'a survécu que 6 mois, pleura la femme. Il la battait tous les jours. Il disait qu'elle n'était pas digne du grand chef de guerre. Quand elle finit par mourir de ses blessures, il garda ses bijoux de mariage et les accrocha dans sa hutte comme un trophée de chasse. Un jeune guerrier nommé Strong Bear, qui s'était enfui après la mort suspecte de son propre chef, fournit des détails encore plus horribles. Il obligeait toute la tribu à regarder quand il tuait ses femmes. Il dit à Ghostwalker qu'il voulait montrer ce qui arrivait à ceux qui lui déplaisaient. Il était très fier de sa collection. La 5e nuit, alors qu'il restait 14 jours, Patricia et Ghostwalker se sont retrouvés dans le canyon caché. Entre eux, ils ont étalé les preuves accumulées comme les pièces d'un terrible puzzle. Les rapports militaires, les témoignages des réfugiés et les schémas documentés de manipulation politique ont brossé le tableau d'un mal calculé qui allait bien au-delà d'une simple guerre tribale. Nous avons des preuves de tout, dit Patricia en regardant les papiers éparpillés dans le sable du désert. La question est de savoir si le chef y croira et s'il est prêt à rompre un accord de mariage sacré. Le chef est un homme très fier, répondit Ghostwalker d'un air pensif. S'il pense que nous essayons de le ridiculiser à nouveau, il ne nous écoutera pas. Nous avons besoin de... Un bruit venant d'en haut les fit tous deux se figer. Quelqu'un descendait dans le canyon. Patricia rassembla rapidement les papiers tandis que Ghostwalker se plaçait devant elle pour la protéger. Mais la silhouette qui émergea de l'ombre était celle de Kimmy elle-même. La jeune Apache se tenait devant eux, les yeux sombres brûlants de colère, mais aussi d'autres choses, d'une détermination d'acier que Patricia n'avait jamais vue auparavant. « Je sais que vous vous réunissez ici, » dit-elle dans un anglais hésitant, la voix tremblante de colère contenue. « J'attends et j'observe. Je vous vois venir ici ce soir. » Patricia commença à se lever, mais Kimala leva la main. « Non, restez assise. Écoutez-moi maintenant. » La voix de la jeune fille se renforçait à chaque mot. « Je vous suis reconnaissante de ne pas m'aider. Mais je ne suis pas une enfant incapable de penser par elle-même. Depuis 3 ans, je vis chaque jour dans la peur. Je planifie, je réfléchis, je survis. Mais vous prenez des décisions concernant ma vie comme si j'étais une chose sans défense. » Ghostwalker tenta de parler, mais Kimla l'interrompit d'un geste brusque. « Ghostwalker, vous êtes comme un père pour moi, et je vous aime pour votre aide, mais c'est moi qui dois affronter ce monstre. C'est moi qui mourrai si nous échouons. Je dois donc faire partie du plan, pas seulement en tant que spectatrice, pas seulement en tant que victime que vous essayez de sauver. » Patricia ressentit une vague d'admiration pour cette jeune fille de 18 ans qui avait tant enduré
et qui avait pourtant encore le courage d'exiger de contrôler son propre destin. « Tu as tout à fait raison, dit-elle doucement. Nous aurions dû venir te voir dès le début. » La colère de Kimmy sembla s'apaiser légèrement lorsqu'elle comprit que Patricia n'allait pas discuter. Elle s'approcha et regarda les preuves éparpillées sur le sol. « Qu'avez-vous appris à son sujet? » Tandis que Ghostwalker et Patricia lui expliquaient leur découverte, Kim la écoutait attentivement, le visage pâle, mais sans faiblir dans sa résolution. Lorsqu'ils eurent fini de décrire l'étendue des crimes et des ambitions politiques du chef de guerre, elle resta silencieuse pendant un long moment. « C'est pire que ce que je pensais, » dit-elle finalement. « Je savais qu'il avait tué des femmes, mais j'ignorais qu'il avait prévu de détruire mon père et de contrôler toutes les tribus. » Elle leva les yeux avec une détermination farouche. « Maintenant, je comprends. Il ne s'agit plus seulement de ma vie. Il s'agit de l'avenir de tout notre peuple. » Patricia ressentit un frisson d'effroi en voyant l'acceptation dans les yeux de Kim Mela. La jeune fille était prête à se sacrifier si nécessaire pour protéger sa tribu. Et ce genre de courage désespéré pouvait être tout aussi dangereux que la lâcheté. « Je t'aiderai à l'arrêter, » déclara Kimla. « Mais nous devons nous dépêcher. Aujourd'hui, j'ai entendu mon père parler aux messagers de la tribu. Le chef de guerre a fait savoir qu'il arriverait dans 7 jours au lieu de 3 semaines. Il dit qu'il veut inspecter sa future épouse avant la cérémonie. » Patricia pâlit. « 7 jours? Cela ne nous laisse que 14 jours au total au lieu de 21. » Ghostwalker acquiesça d'un air sombre. Et le remède pour les yeux devient de moins en moins efficace. La dernière application n'a fonctionné que pendant 4 heures. Bientôt, il ne fonctionnera plus du tout. Kimla a absorbé cette nouvelle dévastatrice avec le même courage stoïque que Patricia apprenait à reconnaître comme son trait caractéristique. Nous avons donc 14 jours pour trouver un moyen d'arrêter le monstre qui veut détruire tout ce que j'aime. Et nous devons le faire avant que mon corps ne cesse complètement de cacher la vérité. Les 3 alliés improbables se sont regardés au clair de lune, chacun comprenant qu'ils se lançaient dans une mission qui pourrait facilement leur coûter la vie. Mais en observant le visage déterminé de Kimela, Patricia comprit que cette jeune femme courageuse n'était plus seulement une victime à sauver. Elle était en train de devenir une guerrière se préparant pour la bataille la plus importante de sa vie. Si vous suivez notre combat désespéré pour sauver non seulement une jeune fille, mais toute une tribu de l'ambition d'un monstre, nous avons besoin de votre soutien. Ceux d'entre vous qui nous regardent ce soir, restez avec nous tout au long de ce voyage. Et si vous croyez que le courage peut triompher du mal, même si les chances sont minces, alors vous comprenez pourquoi nous ne pouvons pas abandonner. » Alors qu'ils se préparaient à quitter le canyon, un grondement lointain parvint à leurs oreilles dans le silence du désert. Le tonnerre s'intensifia tout au long de la nuit et à l'aube, des nuages de poussière étaient visibles à l'horizon. Le chef de guerre brutal arrivait plus tôt que prévu, et leur marge de manœuvre se réduisait plus vite que les effets de l'ancienne médecine du marcheur fantôme. Il restait 7 jours avant la cérémonie de la pleine lune lorsque le chef de guerre brutal et son groupe arrivèrent enfin au village du chef Chéton. Le bruit des chevaux qui approchaient se faisait entendre depuis des heures, devenant de plus en plus fort à mesure que le redoutable chef et son entourage se rapprochaient. À présent, alors que le soleil matinal projetait de longues ombres sur le village apache, tout le monde sentait son sang se glacer à la vue de l'homme le plus dangereux du territoire apache. Le chef de guerre chevauchait en tête de sa colonne comme un sombre présage incarné. C'était un homme massif, plus large et plus musclé que tous les guerriers que Patricia avait jamais vus, avec une peau marquée de cicatrices rituelles qui racontaient l'histoire de ses innombrables victoires. Ce qui lui retournait l'estomac, c'étaient les ornements subtils qu'il portait. Un bracelet en argent délicat qui semblait trop petit pour son poignet épais, des perles dans les cheveux, des ornements cissés dans ses tresses noires qui appartenaient clairement à des femmes, et de petites bibelots en os dont elle priait pour qu'ils proviennent d'animaux plutôt que d'humains. Derrière lui chevauchaient 25 de ses guerriers les plus fidèles, bien plus que l'escorte habituelle pour une négociation de mariage pacifique. Patricia réalisa avec une crainte grandissante qu'il ne s'agissait pas seulement d'une fête de mariage. Il s'agissait d'une occupation militaire déguisée en célébration. Le chef sortit de sa hutte, flanqué des anciens de la tribu, dont plusieurs avaient remis en question son autorité après la révélation de la trahison de Kimela. Le visage de Chéton était soigneusement impassible, affichant le respect dû à un chef en visite, mais Patricia pouvait voir la tension dans ses épaules
et la façon dont sa main ne s'éloignait jamais de son couteau. Bienvenue, frère, dit Chayton dans un apache formel, sa voix portant clairement à travers le village. Tu nous honores de ton arrivée précoce. La réponse du chef de guerre massif fut un sourire qui semblait chaleureux, mais qui n'atteignait jamais ses yeux froids et sombres. L'anticipation était trop grande, répondit-il doucement. Quand un homme sait qu'un trésor aussi rare l'attend, le temps s'écoule comme du miel en hiver. Derrière les murs de la hutte de Ghostwalker, Kimala était assise dans un silence terrifié tandis que le guérisseur lui administrait ce qui pourrait être la dernière dose de son médicament obscurcissant la vision. L'ancien remède qui l'avait protégé pendant 3 ans était désormais tellement dégradé que les mains de Ghostwalker tremblaient pendant qu'il travaillait. « Cela durera peut-être 2 heures, murmura-t-il d'un ton pressant en apache. Peut-être moins. Ton corps résiste tellement au remède que les plantes n'agissent plus de la même manière. Après cela, je n'aurai plus la force de t'aider. » Kimmy ferma les yeux alors que la sensation familière de brûlure envahissait sa vision, transformant le monde en ombre grise. 2 heures pour le convaincre que je suis la jeune fille aveugle et sans défense qu'il veut épouser, murmura-t-elle en retour. Si le remède échoue avant la cérémonie de demain, nous nous en remettrons aux esprits, répondit Ghostwalker d'un ton sombre. La médecine avait atteint ses limites. Lay, alors que Kimla sortait de la hutte, les yeux déjà embrumés, l'attention du chef de guerre se concentra sur elle avec l'intensité d'un chasseur étudiant sa proie. Elle se déplaçait avec précaution, s'aidant de la canne qu'elle portait depuis 3 ans, la tête inclinée comme quelqu'un qui écoute le monde plutôt que de le regarder. « Voici ma précieuse épouse », annonça le chef imposant d'une voix suffisamment forte pour que tout le village l'entende. « Approche-toi, petite fleur. Laisse-moi contempler le visage qui unira nos peuples. » Kimla s'approcha lentement, mesurant soigneusement chacun de ses pas pour maintenir son mensonge. Lorsqu'elle fut assez proche, le chef brutal tendit la main et lui prit doucement le menton dans sa main massive, inclinant son visage vers le sien avec une tendresse surprenante qui le rendait encore plus menaçant. Patricia observait la scène depuis l'endroit où elle rangeait les fournitures médicales, le cœur battant à tout rompre en le voyant examiner les yeux troubles de Kimmy. Pendant ce qui lui sembla une éternité, il la regarda fixement avec le regard calculateur d'un homme qui ne faisait confiance à personne. « Magnifique, dit-il enfin en relâchant son menton avec une caresse prudente. Et ta cécité est clairement réelle. Quelle tragédie qu'une telle beauté soit cachée à ses propres yeux. » Au cours des heures qui suivirent, le chef de guerre soumit Kimla à une série de tests qu'il présenta comme une préoccupation pour sa sécurité, mais qui étaient clairement destinés à vérifier sa cécité. Il lui demanda de marcher sur un sol accidenté, l'observant attentivement alors qu'elle trébuchait 2 fois sur des rochers qu'elle ne pouvait pas voir, obligeant le marcheur fantôme à la guider subtilement en lui chuchotant des avertissements. Il la conduisit près du bord d'une pente raide et engagea la conversation avec elle, tout en observant son langage corporel, notant comment elle reculait instinctivement lorsqu'elle percevait le danger par le son et les courants d'air plutôt que par la vue. Lorsqu'elle hésita de manière appropriée au bord du précipice, il sembla satisfait de sa peur authentique. Le test le plus dangereux est survenu lorsqu'il l'a délibérément conduite vers un serpent enroulé qui se dorait au soleil, puis lui a lancé un avertissement juste à temps pour la voir se figer de terreur. Kimmy est restée parfaitement immobile tandis que le serpent sifflait et se déplaçait près de ses pieds, son corps tremblant à l'effort de ne pas courir, alors que tous ses instincts lui criaient de fuir. Mais à chaque test, Patricia a remarqué quelque chose de troublant. Les yeux du chef brutal devenaient plus pensifs, et elle se rendit compte qu'il commençait à remarquer de petites incohérences. Kimla gérait ses défis presque trop bien pour quelqu'un qui était aveugle depuis 3 ans, et ses réactions semblaient parfois plus étudiées que véritablement désespérées. Chayton observait ses tests prolongés avec un malaise croissant. Finalement, il s'avança avec une irritation à peine contenue. « Vous êtes sûrement satisfait de l'état de ma fille à présent, » dit-il prudemment. « Ces tests semblent inutilement approfondis. » Le sourire du chef de guerre s'élargit, mais Patricia perçut le calcul froid dans son regard. « Bien sûr, mon ami, je veux simplement comprendre comment prendre soin d'une épouse aussi fragile. Un homme doit connaître les limites de sa femme pour la protéger correctement. » Les mots étaient polis, mais le message sous-jacent était clair. Il établissait que Kim Miller serait complètement dépendante de lui,
totalement sous son contrôle. À l'approche du soir, le chef brutal demanda à s'entretenir en privé avec Shaiton. Les deux chefs se retirèrent dans la hutte du chef, tandis que les anciens de la tribu attendaient dehors, le visage grave, inquiet de la nature inhabituelle de ces négociations prolongées. Plusieurs des hommes qui avaient remis en question le leadership de Shaiton après la tromperie de Kimela échangeaient maintenant des regards inquiets, commençant à sentir que quelque chose n'allait pas avec leur invité d'honneur. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Kimela s'était discrètement posté derrière la hutte, où une ouverture entre les toiles de peau lui permettait d'entendre la majeure partie de leur conversation. L'effet du médicament commençait à s'estomper et sa vision redevenait claire sur les bords, mais elle pouvait encore feindre d'être aveugle si nécessaire. « Votre fille fera une excellente épouse, » disait le chef de guerre, sa voix empreinte de la fausse chaleur d'un serpent prêt à frapper. « Mais j'avoue que je m'inquiète de la façon dont son état a affecté vos responsabilités de chef. » La réponse de Shaiton fut prudente. « Kimimela nécessite une attention particulière. » « Mais nous nous en sortons bien. » « Bien ?» Le ton du visiteur devint doucement interrogateur, comme celui d'un ami exprimant son inquiétude. « J'espère que vous ne me trouverez pas présomptueux, mais j'ai entendu des murmures provenant d'autres chefs. Ils parlent de traditions de chasse modifiées, d'alliances matrimoniales refusées. Certains se demandent si le fardeau de s'occuper d'une fille handicapée n'a pas influencé votre jugement d'une manière qui affecte le bien-être de la tribu. » Ak, le poison subtil de ses paroles, atteignit parfaitement sa cible. Kimla pouvait entendre l'incertitude s'insinuer dans la voix de son père lorsqu'il répondit « Je prends des décisions en fonction de ce que je crois être le mieux pour notre peuple. » « Bien sûr, » acquiesça le chef brutal avec sympathie, « mais considérez cette situation sous un autre angle. Si les attaches personnelles d'un chef l'empêchent de voir clairement, s'il ne peut même pas détecter quand ses proches ne sont pas tout à fait honnêtes, comment son peuple peut-il faire confiance à son jugement dans des questions de vie ou de mort? » La conversation se poursuivit pendant 1 heure, le chef de guerre sapant habilement la confiance de Shaiton, tout en se présentant comme un allié plus jeune et plus lucide, capable d'aider la tribu à traverser cette période difficile. Il ne remit jamais directement en cause l'autorité de Shaiton, mais à la fin de la réunion, il avait semé le doute qui allait grandir dans les jours à venir. Kimela s'éclipsa de la hutte et se dirigea prudemment vers le canyon caché où Patricia et Ghostwalker l'attendaient. L'effet du médicament s'estompait plus vite que prévu et sa vision s'éclaircissait rapidement dans l'obscurité. « Il ne se contente pas de tester ma cécité, » murmura-t-elle d'un ton pressant en les rejoignant. « Il détruit la confiance de mon père, le fait douter de lui-même, le fait passer pour faible aux yeux des anciens. D'ici demain, mon père pensera qu'il a besoin de son aide pour diriger correctement la tribu. » Patricia se sentit mal à l'aise lorsque toute l'étendue de la manipulation psychologique du chef de guerre lui apparut clairement. Il est plus dangereux que nous le pensions. Il ne prévoit pas seulement de prendre le contrôle. Il fait en sorte que ton père le lui cède de son plein gré. Le visage de Ghostwalker était sombre au clair de lune. Si la cérémonie avait lieu demain, si le mariage était conclu, il obtiendrait le droit légal de diriger la tribu si quelque chose arrivait à ton père. Ils passèrent le reste de la nuit à finaliser leur plan désespéré. Patricia avait préparé une liste minutieuse des crimes documentés, rédigée en anglais et en écriture apache. Ghostwalker servirait d'interprète spirituel, apportant le poids de sa position de chaman à leur révélation. Et Kimla jouerait le rôle le plus dangereux. Elle prétendrait avoir reçu une vision des esprits qui révélerait la véritable nature du chef de guerre aux 2 tribus. « Tu dois te souvenir des détails importants, » insista Patricia à voix basse, en passant une dernière fois en revue les preuves. 3 épouses mortes de sa main, Ayana, Halona et Naeli. 5 chefs assassinés après avoir marié leur fille à lui. Plusieurs tribus conquises par le mariage et l'assassinat. Kimla répéta soigneusement les informations, d'une voix calme, malgré l'ampleur de ce qu'il tentait d'accomplir. « Si je fais une erreur, il nous tuera tous immédiatement. Si je réussis, je sauverai peut-être mon peuple de ce monstre. » À l'approche de l'aube, Ghostwalker appliqua les dernières gouttes de son remède affaibli sur les yeux de Kimla. Ses mains tremblaient pendant qu'il travaillait. Et lorsqu'il eut terminé, il la regarda avec l'expression d'un père qui verrait peut-être sa fille pour la dernière fois. « Le remède est très faible maintenant, » murmura-t-il. « Il agira peut-être pendant 1 heure, peut-être moins. » Lorsque la cérémonie commencera,
Nous ne saurons pas si tu sembles aveugle ou s'il voit la vérité dans tes yeux. Patricia serra fermement les mains de Kimmy Miller alors que la vision de la jeune fille commençait à s'embuer. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as déjà fait preuve de plus de courage que quiconque ne devrait jamais avoir à en montrer. Tu aurais pu accepter ton destin, mais tu as choisi de te battre pour tous ceux que tu aimes. Kimla lui serra les mains en retour, sa vision déjà trouble rendant le visage de Patricia indistinct. Si les esprits me rappellent chez moi aujourd'hui, je partirai en sachant que j'ai essayé de protéger mon peuple. Mieux vaut mourir en combattant le monstre que vivre en l'aidant à détruire tout ce qui est bon. Ghostwalker posa ses mains burinées sur leurs épaules. Nous marchons tous vers la mort aujourd'hui, mais peut-être marchons-nous aussi vers le salut pour beaucoup d'autres. Parfois, les esprits ne nous laissent d'autre choix que d'être courageux. Alors que tous trois se préparaient à retourner au village pour ce qui pourrait être leur dernière matinée, les premiers rayons du soleil apparurent à l'est, au-dessus des montagnes. Au loin, ils pouvaient entendre les deux tribus se réveiller, les voix des gens se préparant pour ce qu'ils croyaient être une joyeuse cérémonie de fiançailles. Aucun d'entre eux ne savait qu'avant que le soleil n'atteigne son zénith, soit un monstre serait démasqué et détruit, soit trois âmes courageuses paieraient le prix ultime pour avoir osé défier le mal. La seule certitude était qu'au coucher du soleil, le sort de tous les Apaches du territoire serait scellé à jamais. Alors que l'aube se levait sur le village, le son des tambours cérémoniels retentit, appelant les deux tribus à assister à ce qu'elles croyaient être une union joyeuse, mais qui pourrait devenir une bataille pour l'âme du peuple Apache. Aujourd'hui, le courage devrait remplacer la médecine, et les esprits décideraient si cela serait suffisant. Le jour de la cérémonie était enfin arrivé, et les deux tribus Apaches se rassemblèrent dans le cercle cérémoniel qui avait été préparé au centre de la colonie du chef Cheton. Les guerriers des deux groupes se tenaient en formation soignée, leurs armes bien en évidence, symbole de leur puissance respective. Les anciens de la tribu avaient revêtu leurs plus belles robes cérémonielles, et l'air était chargé de la fumée des feux sacrés et de la tension des rivalités tacites. Le chef de guerre se tenait à la tête de sa délégation, coiffé d'un magnifique bonnet de guerre orné de plumes d'aigle et de ce que Patricia reconnaissait désormais comme des ornements pris à ses victimes. Sa silhouette imposante dominait l'assemblée, et son sourire froid semblait promettre que cette cérémonie marquerait le début d'une nouvelle ère sous sa direction. Ses 25 guerriers l'entouraient avec une précision militaire parfaite, même si certains d'entre eux échangeaient des regards nerveux après avoir entendu des rumeurs sur la véritable nature de leur chef. Cheton lui faisait face à travers le cercle cérémoniel, flanqué de ses propres guerriers et des anciens de la tribu, y compris les mêmes hommes qui avaient remis en question son leadership et après que la supercherie de Kimmel eût été révélée. Le visage du chef était calme, mais incertain, toujours en proie au doute que la manipulation brutale du chef avait semé dans son esprit. Alors que la cérémonie commençait par des chants traditionnels et la combustion d'herbes sacrées, Kimla fut conduite dans le cercle par Ghostwalker. La jeune femme avançait prudemment à l'aide de sa canne, les yeux embrumés par les derniers effets du remède défaillant. Mais Patricia, qui se tenait à proximité en tant que témoin médical officiel, pouvait voir que la vision de Kimmy s'éclaircissait rapidement et que la jeune fille luttait pour contrôler sa respiration nerveuse. Les rituels d'ouverture se déroulèrent selon la coutume ancestrale, avec des discours des deux chefs sur l'alliance qui serait scellée par le mariage. Les paroles du chef de guerre étaient soigneusement choisies pour souligner sa force tout en sapant subtilement l'autorité de Cheton devant les témoins rassemblés. Un chef avisé reconnaît quand de nouvelles perspectives peuvent renforcer les anciennes fondations, déclara diplomatiquement l'imposant Apache, bien que son message fût clair pour ceux qui savaient écouter. Kimela se tenait au centre du cercle, tremblant légèrement alors qu'elle luttait pour garder les yeux baissés, tandis que le médicament continuait à perdre de son effet. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, résultat de son double effort pour maintenir son mensonge et se préparer à la performance la plus dangereuse de sa vie. Le moment critique arriva lorsque le chef brutal s'approcha d'elle pour la déclaration officielle de fiançailles. Alors qu'il tendait la main pour prendre les siennes, Kimmy prit une inspiration tremblante et rejeta la tête en arrière dans un cri qui résonna dans toute l'assemblée. « Les esprits, ils me parlent » déclara-t-elle, la voix d'abord tremblante de nervosité, puis de plus en plus forte. « Ils me montrent des visions. Ils me donnent la capacité de voir des vérités cachées.
Un murmure collectif s'éleva des deux tribus lorsque les yeux de Kimi, qui semblaient voilés quelques instants auparavant, apparurent plus brillants dans la lumière du soleil matinal, mais ses mains tremblaient visiblement et elle buta légèrement sur ses mots lorsqu'elle prit conscience de l'ampleur de ce qu'elle tentait de faire. Le chef de guerre recula immédiatement, son instinct de guerrier l'alertant du danger. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il d'un ton sec, plissant les yeux tandis qu'il scrutait son visage avec une nouvelle suspicion. Kimala leva les bras vers le ciel, sa voix gagnant en force alors que le désespoir l'emportait sur la peur. « Les esprits des ancêtres me montrent des visions de sang et de trahison. Ils ont révélé la vérité sur l'homme qui volerait la place de mon père. » Elle se tourna vers le chef brutal et, pour la première fois, tes yeux rencontrèrent directement les siens. « Je vois des schémas maléfiques, des épouses qui meurent de vos mains, des chefs qui périssent mystérieusement après avoir donné leurs filles en mariage. » Le visage massif de l'Apache se durcit immédiatement. Calculateur. Comment une fille aveugle pouvait-elle savoir de telles choses? Il l'interrompit froidement, sa voix coupant court à ses révélations. « À quel jeu jouons-nous ici? » Mais Kimala continua, puisant sa force dans les recherches documentées de Patricia. « Les esprits me montrent des noms. Ayana, Elona, Naeli, 3 épouses battues à mort. Ils me montrent 5 tribus conquises par le mariage et le meurtre. Ils révèlent des huttes décorées avec les bijoux des femmes mortes. Assez, rugit le chef de guerre. Mais plusieurs de ses propres guerriers échangeaient maintenant des regards troublés, se souvenant de morts inexpliquées et de trophées inquiétants qu'ils avaient considérés comme des butins de guerre. La foule éclata en murmures choqués alors que les implications des accusations de Kimimala se répandaient comme une traînée de poudre dans les deux tribus. Shaiton resta figé, déchiré entre la protection de sa fille et le maintien des relations diplomatiques. Sa confiance était encore ébranlée par la manipulation psychologique du chef de guerre. « Mensonge et tromperie », déclara le chef brutal. Mais sa voix avait perdu son autorité habituelle lorsqu'il réalisa que ses plans soigneusement élaborés s'effondraient. « Cette fille vous a tous trompés au sujet de sa cécité. Comment pouvez-vous croire ce qu'elle dit? »« Parce que les esprits m'ont donné la vue pour voir votre obscurité, » répondit Kimla, bien que sa voix se brise légèrement sous l'effort. « Ils m'ont montré votre plan visant à utiliser ce mariage pour détruire mon père et contrôler les deux tribus. » Le chef de guerre perdit finalement complètement son sang-froid. Dans un rugissement de rage, il tira son couteau et se jeta sur Kimla. « Si tu vois assez clair pour m'accuser, alors tu mourras pour ton mensonge. » Son attaque violente prouva les accusations de Kimla plus efficacement que n'importe quel témoignage n'aurait pu le faire. Ghostwalker se jeta entre eux, hurlant lorsque la lame du chef brutal lui entailla l'épaule. Patricia se précipita, se plaçant devant Kimla pour la protéger, alors que le chaos éclatait autour d'eux. « Protégez la jeune fille !» cria Shaiton, son instinct paternel prenant finalement le dessus sur sa confusion politique. Plusieurs de ses guerriers entourèrent immédiatement le chef de guerre, leurs armes à la main. Le cercle cérémoniel se transforma en champ de bataille lorsque les guerriers de l'attaquant se mirent en mouvement pour défendre leur chef, tandis que les hommes de Shaiton se battaient pour protéger Kimla. Mais la bataille ne fut pas aussi déséquilibrée que prévu. Plusieurs des hommes du chef brutal hésitèrent, perturbés par la réaction violente de leur chef et les accusations spécifiques qu'ils avaient entendues. Ghostwalker se battit avec un courage désespéré malgré son épaule blessée. Mais ce n'était pas un combat élégant basé sur les points de pression et les connaissances médicales. C'était une guerre brutale et meurtrière où les hommes se battaient avec des couteaux et des massues de guerre, où le sang imprégnait le sable cérémoniel et où les cris de douleur résonnaient dans le désert. Les combats firent pendant plusieurs minutes terrifiantes avant que le vent ne commence à tourner. De plus en plus de guerriers du chef de guerre jetèrent leurs armes, réalisant pleinement les implications de servir un meurtrier. D'autres préférèrent simplement fuir plutôt que de mourir pour un chef dont la véritable nature avait été si dramatiquement révélée. La voix du chef finit par couper court au chaos qui s'estompait. « Assez », ordonna-t-il, et cette fois, son autorité avait le poids d'un homme qui avait retrouvé sa raison d'être. « Baissez vos armes !» Alors que les combats cessaient progressivement, le chef de guerre se tenait isolé au centre du cercle, son couteau toujours à la main, mais désormais entouré des visages hostiles des deux tribus.
Plusieurs de ses anciens partisans avaient rejoint le cercle des accusateurs, leur loyauté brisée par ce dont ils avaient été témoins. Shaiton s'avança et Patricia put voir que quelque chose de fondamental avait changé chez le vieil homme. Le doute et l'incertitude étaient toujours présents, mais ils étaient désormais tempérés par la féroce protection d'un père qui avait failli perdre sa fille à cause de sa propre cécité politique. « Vous avez brandi une arme contre ma fille pendant une cérémonie sacrée, » dit Shaiton, sa voix plus autoritaire qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Vous avez montré votre vraie nature devant tout notre peuple. » Le chef brutal tenta un dernier coup désespéré. Elle ment depuis des années au sujet de sa cécité. Tout cela n'est qu'une supercherie élaborée pour éviter d'honorer son engagement matrimonial. Peut-être, répondit Shaiton, retrouvant peu à peu sa confiance. Mais sa supercherie ne lui a fait de tort qu'à elle-même. La vôtre aurait détruit nos deux tribus. Le chef se tourna vers la foule rassemblée, y compris les anciens qui remettaient en question son leadership. Ma fille a choisi le mensonge pour se protéger d'un mariage qu'elle redoutait. Aujourd'hui, nous avons tous vu que ses craintes étaient justifiées. Il fit une pause, rassemblant ses forces avant de continuer. J'ai failli à mon devoir de chef envers vous tous. J'ai laissé ma fierté blessée obscurcir mon jugement. J'ai failli livrer ma fille à la mort et notre peuple à la conquête, parce que je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre colère. Lentement, avec une grande dignité, Shaiton marcha jusqu'à l'endroit où se tenait Kimya et s'agenouilla devant sa fille, devant toute l'assemblée. « Je te demande pardon, dit-il clairement. Tu as fait preuve de sagesse et de courage, tandis que ton père n'a montré qu'une fierté stupide. » La réponse de Kimela fut douce mais portée par le silence du désert. « Je te pardonne, père. Je t'aime. » Cet échange simple sembla briser quelque chose en Shaiton, et des larmes coulèrent sur son visage buriné alors qu'il embrassait sa fille pour la première fois depuis que sa tromperie avait été révélée. Le chef de guerre, voyant ses plans soigneusement élaborés réduits à néant, rassembla les guerriers qui lui étaient restés fidèles. « Vous regretterez cette insulte, » déclara-t-il alors qu'il se préparait à partir. « Un homme n'oublie pas un tel traitement. Les esprits de vos victimes non plus, » répondit Kimela, calmement mais clairement. « Votre pouvoir était fondé sur la peur. La vérité nous a tous libérés. » Alors que le chef brutal et ses forces décimées disparaissaient dans le désert, la crise immédiate était terminée. Mais les conséquences étaient inévitables. Shaiton s'approcha de Ghostwalker, qui se faisait panser l'épaule blessée par Patricia. Le chef avait l'air troublé lorsqu'il s'adressa aux guérisseurs qui les avaient tous sauvés. « Mon ami, dit Shaiton d'un ton solennel, tu as désobéi à mes ordres directs et tu m'as trompé pendant 3 ans. Je comprends pourquoi tu l'as fait et je te suis reconnaissant pour le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Mais je ne peux ignorer un tel défi à mon autorité sans porter atteinte à la loi qui unit notre peuple. » Ghostwalker acquiesça silencieusement. « Je comprends. J'aide Kimla parce que je l'aime comme ma propre fille. La loi est la loi, même lorsque le cœur dit autre chose. Alors tu dois quitter cette tribu avant le coucher du soleil, déclara Shaiton, la voix lourde d'une véritable tristesse. Tu nous as tous sauvés aujourd'hui, mais la justice exige de la cohérence. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Ghostwalker rassembla ses fournitures médicales, tandis que Patricia préparait ses affaires. Elle avait compris que son rôle parmi ces gens avait également pris fin. « Tu n'as pas à partir, » dit Kimla en aidant Ghostwalker à faire ses bagages. « C'est ici chez toi. Notre foyer est l'endroit où nous pouvons faire du bon travail et vivre dans l'honneur, » répondit doucement le guérisseur. Il est peut-être temps pour le vieux guérisseur de trouver un nouvel endroit où aider les gens. Patricia rangea le reste de son matériel médical. Il existe d'autres communautés, d'autres endroits où différents types de soins sont nécessaires. Parfois, les nouveaux départs naissent des fins. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ghostwalker et Patricia se tenaient à l'orée du village, leurs chevaux chargés et prêts à partir. L'exil qui semblait être une punition lui donnait maintenant étrangement l'impression d'être une libération. Kimela serra Ghostwalker dans ses bras. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné 3 ans de vie et d'espoir. Tu as trouvé le courage de sauver tout le monde, » répondit Ghostwalker, en lui caressant le visage une dernière fois. « Cela vient de ton cœur fort. » Patricia serra dans ses bras la jeune femme qui était devenue comme une sœur pour elle. « Tu vas accomplir des choses incroyables dans ta vie. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu n'es pas assez courageuse. »
Alors que les deux guérisseurs s'éloignaient dans le soleil couchant du désert, Kimla les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la distance scintillante. Puis elle retourna au village où son père l'attendait, les yeux enfin ouverts sur elle, non pas comme un fardeau ou un outil politique, mais comme la jeune femme remarquable qu'elle avait toujours été. Pour la première fois en 3 ans, elle le regarda directement dans les yeux, sans crainte, sans tromperie et sans aucune trace du médicament qui avait obscurci sa vision. Ses yeux étaient limpides, reflétant le ciel du désert et la promesse d'un avenir fondé sur la vérité. Au loin, Patricia et Ghostwalker chevauchaient vers un avenir incertain, mais plein d'espoir. Deux guérisseurs issus de mondes différents qui avaient découvert que parfois, le meilleur remède est le courage de recommencer à zéro. Derrière eux, la colonie Apache entamait le long processus de guérison de la tromperie grâce au remède le plus puissant qui soit, le pouvoir simple, dangereux et libérateur de la vérité. Si vous êtes ému par les amours interdites et les légendes émouvantes du Far West, abonnez-vous à Wild West Love Legends. Regardez-le à la télévision. Prenez votre téléphone. Recherchez Wild West Love Legends. Le voyage ne s'arrête pas là. L'amour trouve toujours un autre chemin.